d'OSPF. OSPF est un protocole de routage. C'est l'un des protocoles de routage les plus utilisés aujourd'hui à l'intérieur d'un système autonome. Alors, OSPF a de multiples usages, bien entendu, pas simplement au niveau des infrastructures de transport, IP. Et il faut savoir qu'OSPF, c'est l'algorithme qui est utilisé pour le GPS. Quand vous allez d'un point A vers un point B, eh bien, le chemin le plus optimisé est calculé avec le même algorithme OSPF qui s'appelle SPF. Short Path First. Alors, c'est un standard de l'IETF. Alors attention quand même, quand on parle de standard, c'est pas nécessairement standard à 100%, en ce sens que les différents constructeurs des équipements réseau, ils rajoutent des fonctionnalités qui leur sont propres. Exemple, deux exemples, l'administrative distance, ou la distance administrative, et bien chaque constructeur à la limite, il lui affecte une valeur qui lui est propre. Par ailleurs, le calcul des coûts. Le calcul des coûts, chaque constructeur est capable de faire sa propre implémentation. Cela veut dire quoi? Bien qu'on appelle évidemment OSPF est un standard de l'IETF, pour autant, quand vous êtes amené à mixer des routeurs HP avec des routeurs Cisco, avec des routeurs Alcatel, avec des routeurs Juniper, eh bien vous devez procéder, on va dire, à des ajustements concernant ces deux options, en termes d'administrative distance et en termes de calcul de coûts au niveau des chemins. Alors, commençons, évidemment, quelle est cette architecture OSPF? C'est une architecture hiérarchique en deux couches. Ici, on a ce qu'on appelle l'area 0, c'est le backbone. Autour du backbone, alors on voit un certain nombre de zones qu'on appelle des areas qui gravitent autour du backbone. Alors l'idée du backbone, évidemment, toute communication inter-area doit transiter par le backbone. Alors quelques définitions quand même. Donc l'area 0, c'est nécessairement le backbone d'un réseau SPF. Et ensuite les autres, area 1, area 2, area 3. Alors les numéros des areas, ça peut être évidemment des entiers, comme ici, comme j'ai mis 1, 2, 3, 4, etc. Mais ça peut être aussi des adresses IP. Évidemment, nous qui faisons du déploiement, etc., c'est beaucoup plus facile de rentrer une valeur entière que plutôt de rentrer une adresse IP. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver, évidemment, dans OSPF? Les différents types d'areas. Différents types d'areas. Alors, il y a d'abord l'area de backbone, backbone area, c'est-à-dire area 0. Donc, il y a là pour caractéristique, évidemment, il y a tous les types de LSA qui circulent dans cette area. Alors, je définirai par la suite ce que c'est qu'un LSA. Par ailleurs, l'area de backbone, on a la possibilité de connecter des routeurs qui se connectent sur un autre domaine routage. Par exemple, ici, j'ai un routeur qui est connecté à un domaine BGP, j'ai un deuxième routeur ici qui est connecté à un domaine RIP. Ce sont des domaines externes. De la même manière, j'aurais pu choisir un routeur directement du backbone que je puisse connecter sur un autre domaine, qui peut être un autre domaine OSPF, un domaine UJRP, RIP, etc. Alors sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, il y a backbone area, il y a standard area. Alors, standard area, c'est presque comme la backbone area, par exemple celle-ci. En fait, il y a tous les types de LSA qui circulent à l'intérieur. Alors, le LSA, ça veut dire Link State Advertisement. Alors, vous voyez aussi la caractéristique d'une area normale ou standard. On peut mettre ces deux noms, c'est pareil. On a la possibilité de connecter cette area normale vers le monde extérieur. Ici, je suis dans le domaine OSPF, caractérisé évidemment par les lignes hachées en vert, vers un domaine BGP. Alors que je ne peux pas faire cette connectivité dans une area de type stub ou de type totalist B ou de type totalist B ou de type totally NSSA. Je ne peux pas connecter un routeur de ces areas vers le monde extérieur. Je ne peux le faire que dans les areas de type backbone ou de type standard ou normal. Alors, autre type de area, c'est stub area.
Alors, stub area, ici, on part du principe, en fait, ce réseau, il n'a qu'un seul point de sortie, évidemment. C'est le routeur ici qui est interconnecté entre le backbone et cet arrêt de stub. Alors, on optimise quelque part. Dans une area stub, on filtre toutes les routes externes. Alors ici, j'ai un domaine RIP qui peut m'envoyer des routes. Eh bien, ces routes ne rentrent jamais dans l'arrêt de type stub. De la même manière ici, j'ai un autre domaine externe qui est connecté à mon réseau SPF. Les routes qui seront injectées, elles seront filtrées pour ne pas rentrer dans le stub. Résultat des courses. Les routeurs que j'ai en interne, dans cet arrêt de type stub, eh bien, la table de routage, elle contient toutes sortes de routes OSPF, sauf les routes externes. Ce qui veut dire que la table de routage, elle sera réduite de ce nombre de routes externes. Globalement, on optimise en termes de taille mémoire des routeurs, la taille des routeurs, la puissance des routeurs, etc. Alors évidemment, la question qui peut se poser, j'ai un utilisateur qui se trouve dans cet arrêt, comment va-t-il faire pour atteindre une ressource qui se trouve dans un domaine externe du réseau SPF, du domaine SPF? Eh bien, il y a une route par défaut. Dès qu'on a détecté une route externe, il y a une route par défaut qui sera injectée ici. Donc, il n'y a pas de souci. Tous les routeurs qui se trouvent dans l'arrêt de type stub, s'ils ne connaissent pas cette route destination, ils vont suivre la route par défaut pour arriver à destination. Alors, autre type. Donc ici, en fait, le standard a défini 3 types d'arrêts. Backbone area, standard ou normal area, stub area. Alors Cisco, ils ont rajouté 2 types d'arrêts qui leur sont propres. Excusez-moi, il en manque un 4e, excusez-moi. Il y a le NSSA, No Stubby Area. Ça aussi, c'est du standard. Donc, ces 4 types d'area sont standards. Alors, le No Stubby Area, en fait, on a une limitation sur une area de type stub. Je ne peux pas avoir un routeur dans une area de type stub que je puisse connecter vers le monde extérieur. Par exemple, vers ce domaine BGP ou vers ce domaine RIP. Ça, c'est une limitation au niveau du stub. Eh bien, le NSSA, on va passer outre cette limitation. Voici une area de type NSSA. J'ai un routeur qui se connecte au domaine extérieur. Alors, par ailleurs, les routes externes sont toujours filtrées, au même titre que stub. Donc, s'il y a des routes externes qui sont injectées, ici, on va injecter une route par défaut. Alors, attention quand même, la route par défaut, à la différence d'un stub, autant ici, elle est injectée de manière automatique. Ici, elle n'est pas injectée automatiquement. Il faut que l'administrateur vienne configurer ce routeur pour dire « injecte une route par défaut ». Sinon, elle ne sera pas injectée dans l'area de type NSSA. Ce qui est un peu normal. Pourquoi? Parce qu'une area NSSA a nécessairement une porte de sortie vers le monde extérieur. Mais pour autant, l'administrateur a la possibilité de rajouter « tu injectes une route par défaut » au cas où un utilisateur de cet area de type NSSA souhaiterait par exemple atteindre un domaine externe qui est ici. Alors ça, ce sont des types d'arrêts standards. Alors maintenant, les 2 types d'arrêts qui sont purement Cisco, je les mets en bleu, c'est le Totally Stubby et Totally NSSA. NSSA. Alors, autant le stub, on a dit qu'on filtre uniquement les routes externes. Dans un Totally Stubby, eh bien c'est simple. Si je consulte la table de routage d'un routeur interne, je ne vois que des routes locales à l'arrière. Ça veut dire que je ne verrai pas les routes inter-arrêts. Je ne verrai pas les subnets de toutes les autres arrêts. Évidemment, là, il va y avoir une route par défaut qui sera injectée automatiquement dans la Totally Stubby. Alors, bien entendu, dans ce Totally Stubby, on a la possibilité de mettre des routeurs, on va dire bas de gamme, qui n'ont pas beaucoup de mémoire, qui n'ont pas une puissance CPU, etc. Parce que si je consulte leur table de routage, c'est là où on va trouver la table de routage la plus petite. Pourquoi? Parce que on ne voit dans la table de routage que les routes internes à cet arrêt. Toute route, qu'elle soit externe, qu'elle soit dans les autres arrêts, eh bien, on ne voit qu'une route par défaut. Donc, c'est absolument optimiser le Totally Stubby. De la même manière ici, le Totally NSSA, c'est presque la même chose. Évidemment,
le Total NSSA, je peux avoir un routeur qui se connecte sur le monde extérieur. Pour autant, les routeurs qui sont à l'intérieur de cet area, on ne voit que des routes locales à cet area. D'où l'optimisation en termes d'utilisation de la mémoire et en termes aussi de stabilité. Quand il y a un changement de topologie, les CPU ne vont pas s'exécuter si le changement de topologie s'opère ailleurs que dans l'area NSSA. Ok, donc maintenant qu'on a regardé un petit peu les différents types d'area, eh bien je vais vous parler des différents types de routeurs. Alors, il y a d'abord les routeurs qu'on appelle des routeurs de backbone router. Désolé, je fais un petit peu du franglais. Backbone router. Eh bien, c'est simple. Ce sont des routeurs comme ceux-là, les routeurs internes dans l'area backbone. Toutes leurs interfaces appartiennent à l'area de backbone. Ensuite, on a les routeurs ici de bordure. On les appelle les ABR. Pour Area Border Router. Alors, ce sont des routeurs qui interconnectent au moins deux areas. Par exemple, ce routeur, il a une interface ou des interfaces connectées sur le backbone. Il a une interface ou plusieurs interfaces connectées sur une autre area. Évidemment, le même routeur, je peux l'interconnecter avec le backbone plus d'autres areas. Il s'appelle un ABR. Ensuite, il y a des routeurs internes, internal router. Alors, internal router, ce sont des routeurs internes aux areas qui sont autres que le backbone. Exemple, ce routeur est un routeur interne. Pardon. Celui-là, c'est un peu particulier. Routeur interne, etc. Ce sont des routeurs dont toutes les interfaces sont connectées à la même area. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des ASBR. ASBR pour Autonomous System Border Router. Alors, ce sont des routeurs qui ont cette capacité de connectivité vers le monde extérieur. Exemple, lui est un ASBR, puisqu'il a des connectivités sur l'area OSPF, qui est ici. Il a aussi une connectivité vers un autre monde, un domaine BGP par exemple. Idem, celui-ci, c'est la même chose. C'est un ASBR. Il a cette capacité de connectivité vers le monde extérieur. Voilà donc les 4 types de routeurs. Backbone router, ABR, ASBR, internal router. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à découvrir ce que j'ai déjà mentionné précédemment, ce qu'on appelle les LSA, les types de LSA. Alors, les types de LSA, ils sont nombreux. LSA pour dire Link State Advertisement, c'est-à-dire un routeur OSPF, il génère ces annonces, des paquets OSPF qu'on appelle des LSA. Alors, il y a plusieurs types. Il y a le type 1, le type 2, le type 3, le type 4, le type 5, le type 7. Les plus utilisés, évidemment. Alors, le LSA de type 1, il est généré par tout routeur OSPF. Alors, qu'est-ce qu'il transporte comme information? C'est tout simplement, le routeur va dire, tiens, j'ai telle interface, elle est connectée sur tel subnet, elle est connectée sur tel area, elle a tel cost. Donc, tous les routeurs OSPF génèrent du link state de type 1. Le type 2, il est généré, alors, excusez-moi, ça c'est tout type de routeur, qu'il soit backbone, qu'il soit ABR, etc. Tout type de routeur génère ce type de LSA. Le 2, il n'est généré que par par ce qu'on appelle des routeurs DR ou BDR. Alors tout à l'heure, j'en parlerai ce que c'est qu'un DR ou un BDR. C'est quand on a dans un réseau de broadcast un ensemble de routeurs, comme ceci par exemple, j'ai plusieurs routeurs, comme ça, eh bien il faut élire un représentant, je dirais, dans ce domaine broadcast, dans ce réseau. Par exemple, tiens, c'est lui qui est élu le chef de ce réseau, DR. Il lui faut un backup. Eh bien, c'est backup DR. Il est là. De telle sorte que quand on connecte un nouveau routeur, par exemple, sur le même réseau, eh bien, les routeurs déjà existants ils ont tous la même database en termes de routes. Ils connaissent toutes les routes, ils les ont dans leur database dans cet area. Eh bien, lui, quand il arrive, c'est la première question qu'il va demander. Il va d'abord créer une adjacence avec ses routeurs. Il va demander c'est quoi la database des routes. Au lieu qu'ils répondent tous en même temps, il n'y a que le DR qui va lui répondre. Il va lui dire oui, je te fournis ma database. Et lui, à son tour, il va fournir toutes les routes qu'il connaît
tous les réseaux sur lesquels il est interconnecté. Donc ça, le LSA de type 2, c'est uniquement les DR et les BDR qui les génèrent. Alors qu'est-ce qu'il y a comme information nouvelle dans le type 2? Eh bien c'est simple, le type 2, il va dire je suis en tel réseau, en tel area, voici la liste de mes voisins. Donc il y a la liste des voisins qui est une information supplémentaire par rapport au LSA de type 1. Le type 3, il transporte l'information suivante qui est générée exclusivement par les routeurs ABR, c'est-à-dire ceux qui sont connectés en même temps sur le backbone et sur d'autres areas. Ça, c'est ce qu'on appelle les ABR. Ceux-là, ils vont simplement diffuser ce qu'on appelle des routes inter-area. J'ai par exemple une dizaine de subnets ici. Quand ils les injectent sur le backbone, eh bien, ils les injectent avec un LSA de type 3 qui vont contenir cette dizaine de subnets qui sont dans cette area. Alors évidemment, on peut summariser si on a la possibilité de summariser. Au lieu, si j'ai 250 sous-réseaux, au lieu de les injecter 250, j'injecte qu'une seule en les ayant agrégés en une seule route. Le type 4, c'est pareil, c'est l'ABR qui le génère. Le type 4, c'est cet ABR qui va annoncer la présence, par exemple, de cet ASBR. C'est juste pour dire à tous les autres routeurs du domaine OSPF, attention, moi je connais un point de sortie de notre domaine OSPF. Parce qu'il voit l'ASBR. Donc il va dire aux autres, si vous voulez sortir du domaine OSPF, voici la route qui mène à l'ASBR pour sortir du domaine OSPF. Le type 5, c'est l'ASBR qui va l'injecter. Le type 5, ce sont des routes externes. Ici, par exemple, j'ai une session BGP. Il m'injecte des routes. Lui, quand il va les injecter dans le domaine ASPF, il les injecte avec un LSA de type 5. Pour dire ce sont des routes externes. Et enfin, le type 7. Le type 7, c'est l'ASBR qui va les générer. Ah, pardon, excusez-moi. Ici, c'est ASBR. C'est celui qui est connecté sur le monde externe qui les génère. Le type 7, c'est pareil, à la différence près qu'ici, j'ai un ASBR dans une area normale. Ici, j'ai un ASBR dans une area de type NSSA. Donc, quand je reçois une route externe, par exemple du domaine RIP vers le domaine ESPF, il m'envoie une route qui s'appelle R1. Lui, ici, il l'injecte, R1, il l'injecte avec le LSA de type 7. Et donc, ce LSA, il arrive jusque-là, et lui, il va le convertir, cette route 1, il va l'injecter en LSA de type 5. Voilà, donc ça veut dire que le type 7 n'a de durée de vie que dans l'area NSSA, et quand il passe sur le backbone, ça devient un type 5, normalisé. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous reste évidemment maintenant à découvrir? C'est la technique avec laquelle OSPF crée une adjacence avec ses voisins. Il n'y a d'échange de routes OSPF qu'à la condition que les routeurs OSPF, ils se reconnaissent. S'ils ne se reconnaissent pas, ils ne peuvent pas échanger de route. Alors maintenant, comment s'effectue ce qu'on appelle cette adjacence, cette reconnaissance mutuelle entre routeurs OSPF pour pouvoir échanger des routes adjacentes. Alors ici, il y a plusieurs liens. Pour établir une adjacence entre deux routeurs OSPF, il faut d'abord qu'ils appartiennent à la même area. Alors, je ne peux pas créer une adjacence. Si j'ai une interface qui est connectée sur l'area 10, un autre routeur voisin qui sont sur le même réseau connecté à une area 11, il n'y a pas d'adjacence. On doit être dans la même area. Alors, par ailleurs, même type d'area. Même type d'area. Voilà, parce que je peux imaginer deux routeurs ici, par exemple, un autre routeur là, comme ça connecté. Je peux pas dire, toi, tu fais partie de l'area 1, normal ou standard, et toi, cette interface, il est dans l'area 1, mais stub. Donc c'est pas le même type d'area, attention. Par ailleurs, les timers, il y a deux timers qui doivent être identiques. Timer identique. Donc la fréquence avec laquelle il génère, on va dire, des paquets qu'on appelle des paquets hello, simplement pour annoncer sa présence au voisin, hello, hello, je suis tel et tel routeur. Alors par défaut chez Cisco, c'est 10 secondes. Toutes les 10 secondes, voilà, on échange, on envoie ce
ce paquet Hello d'identification. Par ailleurs, il y a aussi un autre timer, hein, alors j'ai oublié son nom, c'est pas grave, un idle intervalle. Alors quand vous avez deux routeurs qui sont reconnus l'un et l'autre, hein, attention, cette reconnaissance, en fait, elle va se matérialiser par la mise dans une table de voisinage. Moi, j'ai découvert 5 voisins. Ils sont dans ma table. Eh bien, cette table, elle maintient cette information. Si tous les voisins, toutes les 10 secondes, ils m'envoient comme ça des hello. Par contre, s'il y a un voisin qui ne m'envoie pas de hello pendant cet intervalle, chez Cisco, c'est 40 secondes, eh bien, il va sortir de ma table des voisins. S'il sort de ma table des voisins, je vais éliminer dans ma database toutes les routes qu'il m'a apprises. Donc ça, c'est aussi une condition pour laquelle on va créer une adjacence. Alors, il y a aussi une autre condition, c'est le type d'authentification. Avec OSPF, on a la possibilité de sécuriser les échanges de routes entre routeurs, de telle sorte que si un hacker introduit, on va dire, un réseau, eh bien, s'il ne connaît pas le secret par lequel les routeurs OSPF échangent ces LSA, il ne pourra pas modifier l'état de routage. Donc, on doit avoir strictement la même authentification. Alors, en OSPF, il y a 3 types d'authentification. Il n'y en a pas, non, ou bien authentification en clair. Donc, c'est un message en clair texte. Évidemment, si on a la possibilité de sniffer les paquets, on va le voir en clair. Alors, évidemment, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Ou bien, c'est un message chiffré. Il est H1MD5. Évidemment, c'est ça la sécurité. Pour éviter qu'on puisse modifier la table de routage des routeurs OSPF. Alors, dernière condition pour laquelle on définit l'adjacence, eh bien, c'est le MTU. Voilà 2 routeurs interconnectés entre eux. Par défaut, le MTU, c'est 1500 octets. Imaginez ici, je mets 1499. Eh bien, ils vont pas créer d'adjacence. Ils n'auront pas à échanger de route. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc un petit résumé de OSPF. Eh bien, à une prochaine leçon. Au revoir.